Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après l'inflation, la crise énergétique, les Français font face aujourd'hui à une pénurie de carburant dans de nombreuses pompes à essence, alors que l'exécutif entend accélérer son calendrier et faire passer en force ses projets avec la menace du 49.3. Les oppositions, notamment la gauche, se mobilisent pour établir un rapport de force. L'anxiété économique se transforme-t-elle en colère sociale ? Pour tenter de comprendre la situation de notre pays aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sandra Ouabian. Bonjour, vous êtes directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Martial Foucault, bonjour, vous êtes directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po. Je vous ai invité notamment, Martial Foucault, pour que vous nous donniez quelques éléments, quelques conclusions de l'étude réalisée par le Cevipof Fracture française 2022. Et finalement, lorsqu'on découvre ces résultats, on se rend compte que les Français sont moins tendus, moins en colère qu'on aurait pu l'imaginer. Oui, c'est un des résultats majeurs de cette enquête qui ausculte plusieurs dimensions des fractures ou des clivages qui traversent encore aujourd'hui la société française. Et parmi ces résultats, effectivement, il semblerait que cette séquence longue électorale de 2022 a en quelque sorte un peu décrispé la société sur plusieurs dimensions. Il y a effectivement un niveau de mécontentement qui est un petit peu plus faible. Il n'y a pas non plus une satisfaction unanime vis-à-vis de l'action du gouvernement, mais on voit que sur un certain nombre de pans, la question notamment des filets de protection depuis le printemps dernier sur le bouclier énergétique est bien perçu et compris par un grand nombre de Français. Donc ça veut dire que ça a des conséquences politiques sur ce terrain social. Il n'y a plus l'attribution de la responsabilité du gouvernement sur la question du renchérissement des prix de l'énergie. Il y a une autre dimension qui nous a beaucoup surpris. On a pu voir que finalement les menaces géopolitiques, les menaces aussi internes sur la question de l'inflation ont réveillé un sentiment européen. Et c'est très curieux parce qu'habituellement, les Français sont assez critiques, on va dire, vis-à-vis de la question européenne. Et là, on retrouve je dirais, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2014. Donc, ça veut bien dire que... Pourquoi 2014 ? 2014, c'était je dirais, dans cette enquête qui est en place depuis 10 ans, c'était le niveau où, à cette époque, l'Union européenne, souvenons-nous, on sortait de la crise financière et économique, l'Union européenne était largement intervenue, et donc il y avait une adhésion assez forte des Français au rôle que peut jouer l'Union européenne dans une situation de crise. J'ai tendance à dire que aujourd'hui la situation géopolitique fait que les Français ont très très peur, sont très anxieux par rapport à ce qui se passe sur le sol européen, la menace de guerre, et que même si on sait que l'Union européenne se construit dans la crise, il n'y a pas d'avancée aussi forte qu'en période de crise, il y a cette fois-ci l'idée assez ancienne, mais que l'union fait la force et que les Français seuls ne parviendront pas à apporter des réponses pour que effectivement ce niveau d'anxiété diminue. Donc il y a un réveil du sentiment européen. Et puis un dernier point sur les fractures françaises. Moi, j'observe que sur l'aspect économique et social, puisque vous avez rappelé la situation des carburants en France actuellement, il faut qu'on soit très prudent parce que pour autant, les Français ne sont pas totalement satisfaits avec la question du pouvoir d'achat. Donc, une très grande majorité considère, que le pouvoir d'achat est la préoccupation première. Donc ça, c'est vraiment massif. Et moi, dans des enquêtes de cette nature, je n'ai jamais vu cette question. Même au tout début des années 90, je n'ai pas le pouvoir d'achat à un niveau aussi élevé. Ce n'est plus le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Et puis un deuxième élément qui m'a surpris dans cette enquête, alors on est peut-être un peu éloigné de la question purement sociale, mais j'observe qu'il y a une moindre défiance des Français vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs économiques et politiques. Alors peut-être que la crise aujourd'hui, avec la position de grandes compagnies comme Total et Esso, peut raviver ce sentiment que les Français et les grandes entreprises et la politique salariale et la politique dialogue social des grandes entreprises va réveiller une exaspération des Français sur le terrain salarial.
Sandra Wabian, qu'en pensez-vous? Je rappelle que vous dirigez le CREDOC, qui est donc un centre de recherche, d'études et d'observation des Français. Avez-vous la sensation, contre-intuitive, puisque on a tendance à penser qu'il y a de plus en plus de crispation dans la société française, vous, qu'est-ce que vous observez au travers de vos études? Alors nous, on a au CREDOC une enquête qui s'appelle Conditions de vie et aspiration, qui existe depuis 40 ans. Donc on a aussi des séries longues qu'on peut étudier. Je dirais que là, on est dans un registre de la crise permanente. Donc, on a eu la crise Covid, ensuite on a eu la crise, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Oui. Et ce registre de la crise, il a différents effets, dont un effet un peu de tétanie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans le moment du pic de la crise qu'on va le plus réagir. Et là aussi, un effet de mobilisation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les discours qu'on entend du gouvernement, il y a cette idée qu'il faut que toute la société se mette en mouvement pour aller vers un objectif de sobriété. Donc ce registre de mobilisation, il a comme effet, assez logiquement, de créer un petit effet de cohésion sociale. On l'avait vu aussi pendant la période du Covid, tous nos indicateurs sur la cohésion sociale s'étaient plutôt améliorés, et notamment la confiance dans les institutions. Et depuis, en fait, l'État a d'une certaine manière poursuivi son désir ou son souhait d'être très présent, et donc a un peu rapprocher, on va dire, la société française des institutions. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé de la défiance dans les gouvernements. Elle reste présente. Mais néanmoins, le fait que l'État soit très présent, qu'il y ait eu le quoi qu'il en coûte, et puis maintenant qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui touchent l'ensemble des Français, parce qu'il faut le rappeler, le bouclier énergie, etc., ce sont des dispositifs qui arrosent d'une certaine manière très très large. Donc c'est aussi de nature à tempérer, on va dire, la colère. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, on n'est pas dans les moments de colère qu'on a pu observer dans l'enquête. Toutefois, je relativiserai un tout petit peu, parce qu'on a quand même, sur un certain nombre d'indicateurs, des signaux. Par exemple, la proportion de Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes est plutôt en augmentation récente. La proportion également de Français qui considèrent que il y a un risque qu'ils tombent dans la pauvreté et également en augmentation. Donc ça, c'est quand même des signaux assez marqués. Et je dirais que là, pour l'instant, tant qu'il y a ces dispositifs de soutien, le pays tient. Mais c'est vrai que si la question de l'inflation perdure, ce qui est quand même une possibilité aujourd'hui, et que l'État n'est plus en mesure de limiter ses effets, il y a quand même des risques de colère qui reviennent, parce qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est complètement dépendante à la voiture, en fait. Martial Foucault. Oui, non, ça c'est un point sur lequel probablement le gouvernement actuel est très fragilisé par les effets différenciés de la crise. Et c'est juste qu'il y a une dimension territoriale. Et là, c'est le réveil de l'hiver 2018-2019 où le gouvernement à l'époque n'avait pas eu les capteurs montrant l'importance que pouvait avoir la mise en place de la taxe carbone sur les carburants. Il y a une autre fragilisation que moi je vois poindre, qui est au fond, et c'est tout le sujet actuel sur ce mouvement de grève, c'est la question salariale. Et on voit le dilemme dans lequel se trouve le gouvernement. L'État n'a pas la capacité, évidemment, de décréter par une loi l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Il pourrait le faire dans le secteur public. Oui, et il ne l'a pas complètement fait, malgré une revalorisation en juillet dernier du point d'indice. Et si vous voulez, il y a eu une pratique, je trouve sur le plan salarial, c'est très intéressant, il y a eu une pratique qui a consisté à essayer de corriger, de mettre des pansements sur une dégradation du pouvoir d'achat d'un certain nombre certes de fonctionnaires, mais aussi de salariés privés, par la politique des primes. Or, là, aujourd'hui, l'inflation, le niveau d'inflation, certes un peu plus faible en France que dans d'autres pays européens, ne peut pas être compensé simplement par une politique salariale fondée sur des primes. Donc, il faut que ce gouvernement se mette à l'œuvre pour véritablement faire du dialogue social. Et je crois qu'il y a un problème sémantique sur le terme de dialogue social. Pour un certain nombre d'organisations syndicales, le dialogue social, c'est pas seulement la recherche du compromis permanent ou durable. Pour un certain nombre, et on le voit actuellement, d'organisations syndicales, d'ailleurs, c'est pas tant le dialogue social qui est recherché, c'est même l'idée d'une démocratie sociale.
social, de mettre dans l'entreprise les mécanismes démocratiques que l'on peut observer dans notre vie politique. Et donc cette démocratie sociale, il faut bien voir qu'elle a été fondée au début du XXe siècle sur un rapport de force, un rapport de lutte de classe. Or, vous avez un gouvernement qui ne veut surtout pas aller sur le terrain de cette démocratie sociale, mais plutôt le dialogue social. Qui dit dialogue, dit discussion. Or, la discussion, on voit bien qu'elle est dans un agenda actuel très particulier. On demande de faire du dialogue social et en même temps, il y a le vote d'une réforme de l'assurance chômage et peut-être des retraites. Donc ça crée, si vous voulez, ça crée des clivages totalement périphériques à ce qui pourrait être une situation apaisée sur le terrain du dialogue social. Sandra Ouabian, il y a quand même quelque chose de très particulier dans cette période, c'est que tous les prix augmentent, toutes les aspirations des ménages. Je pense par exemple à la question immobilière, qui est une question extrêmement importante. Le géographe Christophe Guilluy y revient d'ailleurs dans un ouvrage qui vient de paraître chez Flammarion, Les Dépossédés. Il est interviewé dans l'Express aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, avec l'augmentation des prix de l'immobilier, avec l'augmentation des taux, eh bien, les ménages vont pouvoir encore moins qu'auparavant accéder au logement. Tout cela, ça pourrait créer non seulement des mécontentements, mais peut-être aussi des tensions, parce que les Gilets jaunes, c'était cela, finalement, une crise territoriale à laquelle se surajoutait une crise des carburants. Oui, alors on utilise encore là le mot crise, mais c'est plus une crise. Ça fait 20 ans en fait que les prix de l'immobilier se sont complètement déconnectés des revenus des ménages. Donc c'est un phénomène structurant en fait de notre société, cette place du logement dans le budget des ménages. Et en fait, c'est vraiment au cœur des difficultés de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que souvent, on va faire des sujets où on va parler des questions de pouvoir d'achat quand il y a une augmentation des prix. Bien sûr, c'est important, mais en termes de poids sur le budget, ça n'a aucune... on ne peut pas vraiment comparer. Le budget logement, c'est un quart du budget. Ça peut monter jusqu'à 40% chez certains types de ménages. Donc, c'est vraiment ça qui crée en fait le sentiment d'être pris à la gorge. Et là... Et puis, alors si on en croit Christophe Guilluy, c'est une dépense qui est élevée, vous l'avez rappelé, mais qui est élevée pour des buts qui sont insatisfaisants parce que de plus en plus de Français, dit-il, ne parviennent pas à se loger là où ils voudraient être logés. Oui, alors insatisfaisant, ça on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les logements se sont quand même agrandis en termes de confort. Aujourd'hui, tout le monde a une salle de bain, des toilettes. Ce n'était pas le cas dans les années 70. On a gagné 9 mètres carrés par personne. Donc il y a quand même des choses qui se sont améliorées sur le long terme. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de démariages et de décohabitations qui, de manière mécanique, augmentent la taille moyenne des logements. Oui. Parce qu'il y a moins de personnes à l'intérieur. Oui. Après, c'est aussi certes, il y a aussi le vieillissement, il y a plein de critères qui font qu'on a augmenté nos surfaces. Mais effectivement, la question de la distance au centre d'emploi, qui est liée à cette augmentation des prix dans les centres-villes, est centrale. Et d'ailleurs, elle joue aussi dans le mécontentement par rapport au prix des carburants. C'est-à-dire que tous ces foyers qui n'ont pas la possibilité de s'installer près de leur emploi, en fait, sont d'une certaine manière pris au piège. Donc il y a quelque chose à jouer du côté de la puissance publique, soit sur le marché du logement, en le régulant, soit sur les infrastructures de transport. Mais dans ce triptyque, en fait, c'est évident que le logement, c'est au cœur, finalement, des difficultés de la population depuis une vingtaine d'années. Martial Foucault. Oui, et c'est d'autant plus vrai, souvenons-nous des discours en 2007. Nicolas Sarkozy est élu président, il veut faire de la France un pays de propriétaires. On se souvient de ces discours. Bon, la conséquence de ce discours public, qui a été repris également par un certain nombre d'autres acteurs, et pas seulement politiques, a conduit effectivement à faire de l'accession à la propriété la réussite première d'une vie. Or, on voit bien les contraintes qui se posent, non seulement en termes de prix du logement, même parfois prix du foncier. Et par ailleurs, j'ajoute un point, on est un pays qui a finalement une très très faible capacité de production de nouveaux logements chaque année. En France, dans l'Hexagone, je ne parle même pas de la situation dans les Outre-mer, où près de 85% de la population ultramarine est éligible au logement social. Vous vous rendez compte ? 85%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait même, si on était un petit peu cynique, s'interroger si ce ralentissement de la production de logements ne vise pas tout simplement à mettre encore en condition de précarité un grand nombre de Français. Je suis un peu provocateur en disant cela, mais c'est inconcevable que dans un pays comme la France,
on est à la fois une urgence climatique qui consiste à améliorer la qualité des logements, mais et que dans le même temps, on ne parvienne pas à construire ces logements. Est-ce que la thèse de Gilles, qui peut être d'ailleurs contestée, je pense que cette question, elle n'est pas simplement vraie pour la France périphérique, parce que ces questions de précarité sociale, elle est avant tout dans les métropoles. Je pense que ça, il faut le répéter à l'envi. La précarité, ce n'est pas le lot simplement d'une France périphérique ou d'une France néo-rurale. C'est avant tout dans les métropoles. Et c'est précisément là où il y a une insuffisance de logement. Et le logement, oui, le logement, c'est un élément essentiel, je dirais, d'une forme de cohésion et aussi d'une forme de participation à la vie de la cité. Et vous voyez, il y a des éléments, moi, qui me surprennent. Faisons du logement un élément de la citoyenneté. C'est indispensable. Quand on n'a pas un toit, eh bien, on voit la cascade de situations extrêmement précaires que vivent les Français, des familles de plus en plus monoparentales. Donc, effectivement, ça justifie pleinement d'accélérer la construction de logements. Voilà, par exemple, il explique que le prix des logements empêche les jeunes actifs de pouvoir continuer à vivre là où ils sont nés, ce qui peut constituer une aspiration. Sandra Ouabian, il y a également la question donc de l'augmentation des prix de l'alimentation qui pèse de manière très inégalitaire parce que pour des raisons évidentes, eh bien, c'est un budget important, plus important chez les ménages modestes. Oui, juste pour compléter sur le logement, je rejoins Martial Foucault sur la question de l'imaginaire, puisque effectivement, du côté des ménages, il y a aussi cette envie de devenir propriétaire, d'avoir son chez-soi pour des raisons qu'on comprend. Par exemple, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, le fait d'avoir son chez-soi, c'est aussi un moyen d'avoir de la sociabilité de manière accessible, en fait. Et aussi d'avoir une forme de statut social, de se dire que j'ai un peu réussi ma vie. Donc, or, ça a aussi des conséquences. Ça a des conséquences sur la mobilité résidentielle, par exemple. Donc, plus on a de propriétaires dans un pays et moins les gens déménagent, moins de mobilité aussi. On parle beaucoup d'écart entre l'emploi et les emplacements de l'emploi et les chômeurs. Mais pour parler de l'alimentation, puisque c'est ça qui vous intéressait, effectivement, on voit, nous, dans nos enquêtes, qu'il y a une très forte progression du sentiment de restriction par rapport à l'alimentation. On a aujourd'hui 38% des Français qui nous disent qu'ils se restreignent sur ces sujets. Et en particulier, il y a des sacrifices qui sont faits sur la diversité alimentaire. On en reparle dans une vingtaine de minutes. Sandra Ouabian, vous dirigez le CREDOC. Martial Foucault, vous dirigez le Centre de recherche politique de Sciences Po. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, on évoque les différentes tensions en matière de prix, tensions liées à la crise du carburant, liées également à la crise ukrainienne, vous venez d'en parler, Jean Lémarie. Nous sommes en compagnie de Sandra Ouabian, elle est directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Martial Foucault, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie. Oui, non, je trouve que la posture... elle n'est pas seulement sémantique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron est sur la brèche, il ne peut pas employer le terme de guerre trop souvent, sauf à dire qu'effectivement la France n'est pas en guerre, comme vous l'avez parfaitement et justement rappelé. Moi j'ai été très surpris hier, je pense que ça a été une vidéo très virale, mais la communication du ministère de la Défense ukrainienne, qui a, dans une courte vidéo sur fond de musique française, Serge Gainsbourg, et qui appelle les Français à montrer des preuves d'amour autrement que dans le discours, en envoyant encore et encore des armes. Il faut rappeler que la France ne fait pas partie des pays contributeurs les plus importants vis-à-vis des forces armées ukrainiennes. Voilà, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron est très à l'aise sur ces questions internationales. En tout cas, l'émission d'hier a montré qu'il est, d'une certaine manière, plus agile pour discuter de ces enjeux internationaux que sujets nationaux. Et en même temps, le niveau d'anxiété, on l'a pu le voir dans nos enquêtes, le niveau d'anxiété des Français vis-à-vis de la situation ukrainienne ne cesse. Alors, elle a fortement évolué d'un coup entre février et le mois d'avril, mais ce soufflet n'est pas retombé. Donc, il y a une très très forte anxiété et tout discours, tout geste dans l'espace public a des répercussions dans la perception et la représentation que peuvent se faire les Français des mois à venir. Sandra Ouabian.
Oui, nous, dans notre enquête, effectivement, on a un niveau d'inquiétude par rapport au risque de guerre qui rejoint celui qu'il y avait en 2003. La peur finalement que le conflit aussi s'étende. Il y a également des inquiétudes qui ont augmenté par rapport au risque d'accident de centrales nucléaires. L'idée que on pourrait être une cible d'une certaine manière. Et plus globalement, le climat d'inquiétude progresse. C'est-à-dire que toutes les inquiétudes qui s'étaient un petit peu tempérées, avec notamment la période Covid, parce qu'il y avait eu une forme de recentrement sur un autre mode de vie, peut-être un temps un peu ralenti, là, sont à leur maximum. Mais alors, je ne sais pas si vous mesurez cela, Sandra Ouabian. Est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas, d'un indice d'inquiétude globale? Est-ce que si on mesure cela, aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à cette inquiétude ou ces peurs collectives? Alors, il est très élevé. Le seul élément sur lequel il y a un peu d'éléments positifs, c'est les inquiétudes par rapport au chômage, qui ont énormément diminué, assez logiquement, et qui étaient quand même pendant très très longtemps très importantes. Mais alors, au final, est-ce que mis ça veut à dire... part ce sujet-là, il y a un très fort niveau d'inquiétude. Est-ce que ça veut dire qu'on est à un niveau inédit d'inquiétude ou est-ce que c'est tempéré par le fait, je ne sais pas, que le Covid, par exemple, est peut-être moins présent, même s'il est toujours présent qu'hier. Bref, il y a eu des évolutions malgré tout. Inédit, non, parce qu'on est dans une société qui inquiète. C'est aussi le fait qu'on soit dans une société qui finalement est relativement avancée et relativement confortable, malgré tous nos propos sur ce plateau. Mais on retrouve des niveaux qui sont assez élevés. Martial Foucault, on voit aujourd'hui, en tout cas, que la situation politique et syndicale se tend. Il y a une manifestation à l'appel notamment de Jean-Luc Mélenchon ce dimanche. Il y a aujourd'hui des négociations qui ne réussissent pas à trouver un accord dans les raffineries. On en a parlé dans les informations. Bref, la question syndicale, la question également de la carte qu'essayent de jouer les syndicats, la CGT par exemple, comment l'analysez-vous ? Pour répondre, je voudrais poursuivre sur cette question des peurs, des anxiétés, de la colère, parce que je crois que ça va rejoindre dans le champ social la manière dont on peut voir aujourd'hui l'état du pays. Quand on mesure dans des enquêtes un niveau très important d'anxiété, d'inquiétude, on a travaillé avec plusieurs collègues américains sur les effets dans le champ politique du niveau des émotions traversées par les Français. C'est très intéressant parce qu'il y a une grande différence entre, je dirais, l'effet politique d'un pays anxieux, un pays qui a peur, et un pays en colère. L'anxiété, il faut un événement inattendu, un choc. Parce que sinon, chaque matin, vous ne vous réveillez pas, Guillaume Erner, en disant « aujourd'hui je vais être en colère, aujourd'hui je vais être anxieux ». Donc il faut vraiment un événement inattendu. Ce que l'on a pu observer, c'est que la peur, elle produit plutôt du statu quo. Parce que les gens... C'est ce que l'on dit généralement. Oui, mais pour de bonnes raisons. Il faut bien voir que on l'avait vu après les attentats de 2015, ça a été vérifié aux États-Unis après 2001. Vous êtes dans une situation où vous êtes prêt à réviser vos propres croyances sur les raisons qui ont amené cet événement à se produire. Donc vous êtes prêt, d'une certaine manière, à revenir sur un certain nombre de conceptions de votre vie en société. Quand vous êtes traversé par la colère, vous n'êtes pas du tout dans une recherche d'informations pour comprendre ce qui s'est passé, même à accepter que ce que vous pensiez de la société est faux. Vous n'êtes pas dans cette situation-là. Vous considérez que vous avez déjà mobilisé suffisamment de ressources personnelles et le vote est une ressource politique que vous pouvez engager. Vous dites non, parce que je considère que ces ressources-là n'ont pas empêché l'impensable de se produire. Donc là, vous êtes dans une forme de polarisation et la colère, elle produit des radicalités politiques. Et je crois que c'est sur ce point-là où Emmanuel Macron doit être très vigilant. Est-ce qu'il veut attiser des colères, attiser des peurs? Et on le voit que dans les oppositions, chacun n'a pas la même conception du rôle des émotions dans le champ politique. Une question de Jean Lémarie, notre éditorialiste politique. Qu'est-ce qui l'emporte aujourd'hui finalement? Si je vous écoute bien en France, est-ce que c'est l'anxiété ou la colère? Aujourd'hui, on a un niveau d'anxiété plus élevé que le niveau de colère. Mais on voit, en tout cas dans l'enquête Fracture française, par rapport à l'an passé, on voit qu'on a une France qui est mécontente, ça c'était le cas l'an dernier, et cette année de plus en plus en colère. Donc on voit bien que cette colère, elle n'est pas nourrie par le conflit ukrainien, elle est essentiellement nourrie par le conflit social qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre également de cette manifestation du 16 à l'appel de la NUPES et à l'appel
également assez ample de la gauche. Qu'est-ce qui pourrait sortir de cette manifestation et des jours d'après ? Alors, je crois qu'il faut surveiller dans les prochaines heures si le gouvernement va utiliser le fameux outil du 49.3 pour mettre fin au débat parlementaire sur le vote du budget. Parce que si cela se produit dans les prochaines heures, évidemment, la marche sur la cherté de la vie, appelée notamment par un certain nombre de forces d'opposition, dont la France Insoumise, aura une autre saveur. Parce que ça veut dire que l'on va combiner à cette mobilisation contre finalement les effets de l'inflation à une forme de déni démocratique au sein du Parlement. Donc je crois que ça n'aura pas tout à fait la même résonance s'il y a l'enclenchement du 49.3. Maintenant, sur cette marche, je trouve que les oppositions ont démontré que dans un Parlement où il y a un gouvernement minoritaire, elles peuvent effectivement repolitiser la vie politique, redonner la place au débat parlementaire. Mais alors on se dit, en quoi une marche d'appel, alors est-ce que c'est l'appel à la convergence des luttes, comme diraient certains, pour faire en sorte que dans le champ politique, il y ait finalement une résonance dans la rue et pas simplement au Parlement sur les questions. Vraiment, les questions sont avant tout des questions de pouvoir d'achat et c'est ce qu'on montre dans nos enquêtes respectives, Crédoc ou Cevipof. Les Français sont conscients que la question salariale ne pourra pas évoluer simplement par l'action de l'exécutif. Et ça, je crois que c'est un élément important pour comprendre que même s'il y a un appel des partis politiques à manifester contre l'inflation, contre les effets de l'inflation, devrais-je dire, eh bien, on n'aura pas de réponse immédiate de l'exécutif. Il n'a pas cette capacité. Donc, ça veut dire qu'il y a un déplacement très intéressant dans le champ de l'entreprise, sur ce fameux dialogue social, où aujourd'hui, les Français, même les plus protégés par des situations d'emploi, ne comprendraient pas que des entreprises réalisant de très très grands bénéfices décident de reverser des dividendes aux actionnaires et ne pas simplement jouer la carte de la politique salariale. Sandra Ouabian. Il y a un autre élément peut-être qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est la question des retraites. Puisque cette question, elle est très consensuelle dans la société française. Il y a une forte projection sur l'attente par rapport à la retraite. Alors là, il faut que vous expliquiez, parce que c'est là aussi assez contre-intuitif. Non pas que ce soit une question importante, bien sûr, pour les Français, mais finalement, c'est même en haut de leurs inquiétudes. Oui, c'est en haut de leurs inquiétudes. On a vraiment eu une bascule sur le long terme entre les inquiétudes par rapport à la pauvreté et aujourd'hui les inquiétudes par rapport aux retraites qui sont très élevées. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de réformes qui ont mis aussi à chaque fois beaucoup de monde dans la rue, comme vous avez pu le constater, parce que tout le monde, d'une certaine manière, est concerné par sa retraite, même si les jeunes pensent qu'ils n'en auront jamais. En réalité, la problématique des jeunes, c'est surtout qu'ils risquent d'en avoir une qui sera moins importante, mais pas qu'ils n'aient pas de retraite. Donc il y a aussi cette promesse... À telle enseigne que c'est passé devant la pauvreté, alors que la question du jour, c'est malgré tout la question de la paupérisation du fait de l'inflation. Oui, mais c'est aussi lié finalement au vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la figure de la pauvreté, ce sont des personnes plutôt jeunes, en fait. Donc, alors qu'il y a une trentaine d'années, le pauvre, c'était plutôt une personne âgée. Donc aujourd'hui, aussi en volume, d'une certaine manière, le nombre de personnes âgées est beaucoup plus important. Et donc, les inquiétudes par rapport aux retraites sont plus importantes que celles par rapport au chômage, par exemple. Mais alors ça, c'est intéressant, Martial Foucault, parce qu'on a parfois du mal à comprendre pourquoi Emmanuel Macron veut à ce point réformer les retraites, une réforme qui semble ne pas être complètement consensuelle. C'est peut-être lié à ce que vient de dire Sandra Ouabian, le fait qu'il y a là une sorte d'inquiétude particulière chez les plus âgés qui sont, comme on le sait, ceux qui votent a priori le plus. Ah oui, si on regarde d'un point de vue sociologique l'électorat d'Emmanuel Macron à la dernière élection, il est clair que c'est avant tout un électorat, alors je dis âgé, c'est-à-dire de plus de 65 ans. Ça, c'est véritablement là où il a ses partisans les plus fidèles. Mais en même temps, ces partisans ne seront pas directement concernés par toute réforme de la retraite. Donc, évidemment, pour Emmanuel Macron... Non, mais ils peuvent être, en revanche, tout à fait concernés par le paiement des retraites. Oui, alors pour le moment, on a vu l'évolution quand même entre ce qui avait été imaginé il y a quelques années sur un système de retraite à points et aujourd'hui une réforme dite paramétrique. On ne joue que sur les cotisations, la durée. Et bien, dans cet effort-là, oui, les retraités seront mis
à contribution, mais dans une moindre mesure par rapport aux actifs, aux nouveaux actifs. Et donc, il faut bien voir que le risque qui pèse sur un retraité, le risque vieillesse, n'est plus du tout le même que par rapport à un jeune actif entrant sur le marché du travail. Donc, sur la question des retraites, on voit bien que la grande difficulté, c'est comment convaincre à la fois économiquement et socialement le bien fondé d'une retraite paramétrique, parce que tout le monde comprend. La réforme par points, ça obligeait quand même à être extrêmement vigilant. Il fallait faire preuve de beaucoup d'attention, être même très attentif pour comprendre quels étaient les effets de ce système à points. Et donc il y avait le discours en disant c'est un système beaucoup plus juste. Et ça, c'est compris. La dimension juste, elle est comprise par les Français. Là, cette fois-ci, c'est très très simple. Hein. Quand vous dites vous allez travailler jusqu'à 65 ans ou d'autres responsables proposent 66, 67 ans, c'est pas dans l'imaginaire, c'est dans la réalité des gens, on comprend éminemment. Alors, j'ajoute un point, c'est que sur cette question, on voit bien qu'il y a quand même une convergence des organisations syndicales. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ligne rouge qui a été fixée sur le rallongement de la durée de la vie active. Ça, c'est en tout cas pour les organisations majoritaires dans dans le secteur privé, notamment CFDT et FO ou CGT, là, il y a une convergence. La vraie difficulté, c'est que le conflit dont on parle actuellement, je pense, va venir percuter ces discussions, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi un conflit une opposition plutôt qu'un conflit entre organisations syndicales, et notamment aussi sur fond d'agenda électoral pour certaines de ces organisations, qui rend une sorte de position très cafouillie là actuellement entre CGT et CFDT. On a entendu les positions de messieurs Berger et Martinez qui ne se font pas de cadeaux en quelque sorte, et puis vous avez sur les retraites... Ils ne se font pas de cadeaux. Comment ? Ça fait longtemps qu'ils ne se font pas de cadeaux. Oui, mais je dois dire que les déclarations du week-end dernier augurent très très mal sur l'idée que ces organisations pourraient faire pression ensemble contre toute réforme des retraites. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le projet de loi sur l'assurance chômage, c'est globalement passé sans heurts pour le moment. Parce qu'on voit bien qu'il y a un jeu des organisations syndicales au regard de ce qui est pour eux le dossier majeur, ce sont les retraites. Sandra Ouabian, justement, par rapport à cela, est-ce que c'est de nature, effectivement, à calmer à la fois certaines inquiétudes ou bien les tensions sur les retraites, les tensions également sur les autres points qu'on a abordés, par exemple la question du pouvoir d'achat, peuvent rallumer la mèche et provoquer une explosion sociale. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a effectivement rarement vu les Français dans la rue par rapport aux réformes de l'assurance chômage. Ça concerne peu de monde. Il y a cette idée que le travail est au centre de nos vies. Il y a l'idée aussi qu'il y a des droits et des devoirs. Et globalement, sur le long terme, on a de plus en plus de Français qui considèrent que finalement, il faut associer ses droits et ses devoirs. Donc, on a droit dans ce système finalement plus assurantiel que de protection sociale. Par contre, sur les retraites, il y a l'idée aussi qui est très présente dans la population française que finalement, on a travaillé toute sa vie, qu'on a économisé et donc que c'est un droit. Donc, il y a vraiment une vision différente entre la protection sociale par rapport au chômage et la retraite. Donc, peut-être que les syndicats n'arriveront pas à se mettre d'accord, mais en revanche, la population, elle, y sera très sensible. Et la concurrence entre syndicats et partis politiques, Martial Foucault ? Alors, je ne sais pas si je peux employer le terme de concurrence. C'est la question, donc si vous n'êtes pas d'accord... Non, c'est-à-dire que chacun est dans, évidemment, un combat et un objectif qui peut paraître, par certains aspects, commun, mais c'est quand même très différent. Regardez ce qui se passe depuis la rentrée. Moi, je suis assez ébloui par les débats sur l'attribution, l'appropriation politique de la notion travail, ou la valeur travail. Donc, pour les uns, c'est de gauche, pour les autres, c'est de droite. Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question est, est-ce que les organisations syndicales versus les partis politiques ont évolué sur la conception du travail dans nos sociétés ? Et on voit bien que aujourd'hui, les organisations syndicales sont extrêmement perturbées par ce qu'a produit la crise Covid sur le rapport, le sens que donnent les salariés à leur travail.
on parle des phénomènes de grande démission aux États-Unis où il n'y a jamais eu autant de mobilité, d'abandon de postes. Les gens s'interrogent sur le sens à donner à leur travail. Aujourd'hui, les organisations syndicales, je dirais, ne sont pas encore totalement équipées à comprendre cette grande mutation. Du côté des partis politiques, alors on ne se pose absolument pas ce type de questions autour de ces enjeux. On est sur une logique extrêmement, alors là oui, très concurrentielle. Il faut que les oppositions puissent exister, non pas en termes tant de propositions, mais exister en termes de démonstration que l'action du gouvernement n'est pas pour les salariés les plus précaires. Et pourquoi ? Parce que la France Insoumise ou le Rassemblement National ont construit leur succès aux élections législatives sur un électorat parmi les catégories les plus défavorisées, les plus précaires, celles pour lesquelles effectivement les questions des fins de mois sont essentielles. Et d'ailleurs on voit l'embarras aussi du Rassemblement National dans le conflit Total et Esso. Est-ce qu'il faut prendre fait et cause pour les salariés ou bien ce qui était l'ancienne doctrine du Rassemblement National, dire il faut remettre de l'ordre dans ce pays et donc il ne faut pas prendre en otage les Français. Mais on voit aujourd'hui un certain nombre de difficultés et qui ne sont pas seulement sémantiques mais vraiment idéologiques pour cette famille politique. Mais Sandra Ouabian, c'est quand même une question qui est récurrente à chaque conflit social lorsqu'il y a eu par exemple de grandes grèves à la SNCF. Aujourd'hui donc c'est le cas avec cette question de la pénurie de carburant. Il y a la question de savoir si cette grève est populaire ou si elle est impopulaire, si elle est soutenue par une majorité de Français. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur cette situation avec donc la pénurie dans les stations-service ? Alors sur le soutien à la grève, de ce que j'ai vu, il y a un soutien qui est relativement modéré pour l'instant. Donc c'est pas, il y a plutôt l'idée que on a besoin de travailler et que qu'il faut pouvoir lever les contraintes. À la différence des grèves à la SNCF que l'on disait populaires ? Alors les grèves en général reçoivent une forme de soutien, mais c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui là il y a cette idée de contrainte par rapport au carburant qui fait que les gens sont pris un peu entre deux feux. Par contre, donc c'est probablement pas le mouvement de la grève en fait qui serait soutenu. Par contre, la revendication sur les salaires, elle est soutenue, oui. Mais c'est sûr que le moyen qui est choisi n'est pas forcément celui qui peut être le plus soutenu. Est-ce que c'est justement dans ce contexte-là que le gouvernement doit faire des réquisitions, comme c'est le cas, Martial Foucault, utiliser le 49.3, bref, expliquer que dans ce climat flottant, il faut que quelqu'un gouverne ? Je dirais que quelle que soit l'action prise par le gouvernement, elle suscitera des oppositions parce que c'est aujourd'hui l'état du pays en termes de représentation politique au Parlement. Donc ça, je crois que c'est une nouvelle donne. Et donc, il en est terminé de ces temps où effectivement les gouvernements pouvaient, par quelques mesures que ce soit, essayer de répondre à une crise en ayant le soutien au Parlement. Mais il y a un point qui parfois m'étonne depuis quelques jours en lisant un certain nombre d'observateurs très éclairés sur ces questions, laissant penser que cette crise dans les raffineries est le prélude à un grand mouvement d'ampleur sociale. Moi, je rappellerai quand même que mai 68, décembre 95, novembre-décembre 2019 sont des crises qui ont des causes radicalement différentes, avec des acteurs très différents, et l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Donc, n'essayons pas de faire... Je pense qu'il faut être très prudent. Ne pensons pas que cette situation très tendue actuellement va nécessairement déboucher sur un des grands mouvements de ces 50 dernières années en France. Mais j'ajoute, pour répondre complètement, Guillaume Bernard, à votre question, est-ce que le gouvernement doit aller dans le sens rétablir l'ordre ? Parce que les réquisitions, quand même, c'est donner l'idée que le gouvernement n'a pas perdu la main sur un tel dossier. Et je pense qu'hier, quand on écoute attentivement les déclarations d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a beaucoup de politique, bien sûr, dans sa phrase, mais dire que les acteurs privés doivent également être responsables, c'est probablement le début de la résolution du problème. Mais on peut s'interroger, pourquoi faut-il attendre 2 semaines qu'une situation se dégrade à ce point pour faire pression
sur précisément ces acteurs privés. Un mot de conclusion, Sandra Ouabian. Est-ce que vous aussi, comme Martial Foucault, vous pensez que le grand soir n'est pas là aujourd'hui ? Tant que les réformes sur les retraites ne sont pas vraiment mises à l'agenda, je pense qu'il peut y avoir effectivement une forme d'attentisme, en fait. Mais si les réformes sur les retraites sont mises sur le tapis et si les aides qui sont aujourd'hui mises en place pour temporiser ou pour limiter les effets de l'inflation sont levées, là, effectivement, on risque d'être dans des situations beaucoup plus tendues. Merci Sandra Ouabian. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Merci à Martial Foucault, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8h45.